Vous êtes sur le point d'entendre une histoire qui défie l'entendement, une saga forgée dans le cœur impitoyable du Yukon. Cette saison, quelques heures à peine avant que Parker Schnabel ne s'apprête à déterrer ce qui pourrait être le colossal jackpot de sa célèbre carrière, un montant stupéfiant de 30 millions de dollars en or brut, un coup impensable l'a frappé. L'ensemble de l'équipage s'est retiré. Imaginez la scène des moteurs encore chauds, la terre à moitié creusée, et Parker qui regarde des chaises vides et des machines massives et silencieuses. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une découverte d'or, c'est une épopée de résilience, de trahison et de la main capricieuse du destin. C'est un rappel brutal de la raison pour laquelle le Yukon est le terrain d'essai le plus brutal de la planète, séparant ceux qui sont entraînés de ceux qui sont brisés. Si vous êtes prêt à plonger dans ce maelstrom de chaos, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et découvrons les événements extraordinaires qui se sont déroulés. L'effacement, les fissures sous le pergélisol. Les jours qui ont précédé ce point de rupture ont été une véritable corvée, poussant les hommes au-delà de leurs limites physiques et mentales. Les matins étaient marqués par le gel, la laine se cristallisait dans les barbes, et les nuits étaient une symphonie de vents hurlant contre la toile fragile de leur campement. Pourtant, la pression la plus écrasante n'émanait pas de l'emprise glacée du Yukon, mais de Parker Schnabel lui-même. Il était un maître d'œuvre implacable, poussant son équipe plus fort que jamais, exigeant une autre verge de gravier, un autre seau de terre, une autre once d'or insaisissable. Pendant un certain temps, les hommes endurcis par la vie sauvage se plient à sa volonté. Mais même les fondations les plus solides se fissurent. Au début, il s'agissait de chuchotements de plaintes muettes, échangés autour d'une tasse de café tiède, de jurons murmurés lorsqu'un boulon se desserrait ou qu'une machine crachait. Les yeux fatigués autrefois remplis d'un objectif commun évitent désormais ostensiblement le regard intense de Parker. En milieu de semaine, le mécontentement qui couvait s'est transformé en véritable mutinerie. Tout a commencé par une panne mécanique, de trop une pluie d'étincelles. Littéralement, lorsqu'une pelleteuse s'est immobilisée dans un état angoissant. Les hommes crient, leurs voix sont à peine audibles au-dessus du crissement de l'acier torturé. Les ordres de Parker, habituellement tranchants et décisifs, sont noyés dans une marée de fureur croissante. « Assez !» beugla quelqu'un, le mot tranchant le vacarme métallique comme un couteau. Les casques, autrefois symboles de leur travail commun, ont été écrasés sur la terre gelée, le plastique creux résonnant de manière inquiétante dans la vaste concession. L'un après l'autre, les hommes sont partis en trombe, leurs bottes crissant sur le gravier à un rythme de défi. Les phares se faufilent dans l'obscurité grandissante et disparaissent sur la route dangereuse. La moitié de l'équipe disparut avalée par la nuit impitoyable du Yukon, laissant derrière elle un silence si profond qu'il ressemblait à une malédiction. Parker se tenait complètement seul, ses machines colossales, refroidissant comme des bêtes métalliques, oubliait le vaste terrain qui s'étendait devant lui vaste et obsédant vide. The Gamble. Trusting the scars of the earth. Le pari faire confiance aux cicatrices de la terre. Mais le Yukon est une maîtresse qui n'attend personne. Le lendemain matin, Parker rallie les quelques personnes qui n'ont pas fui. Leurs visages étaient austères, creusés par l'épuisement, mais une lueur de loyauté défiante demeurait dans leurs yeux. Autour du feu vacillant, les noms des déserteurs sont crachés comme du venin, mais le silence qui s'ensuit en dit plus long. Tout le monde comprenait la sinistre implication, la charge de travail avait effectivement doublé, et les chances de succès avaient chuté à près de zéro. Des murmures parcourent le camp. Certains murmuraient que Parker, aveuglé par une insatiable soif d'or, avait fini par aller trop loin. D'autres parlent de quelque chose de bien plus profond, d'une poursuite presque mythique. Ils laissaient entendre que Parker ne se contentait pas de creuser pour des onces. Il poursuivait une légende, une rumeur alléchante, transmise par les vieux routiers. Une poche d'or cachée si vaste, si riche, qu'elle avait maudit tous ceux qui avaient osé la chercher dans les environs.
Les mineurs, rivaux aussi vifs que des vautours, commencent à tourner en rond, prêts à bondir sur ce qu'ils considèrent comme une concession abandonnée et vulnérable. Le Yukon n'a aucune pitié pour les faiblesses. Si Parker faiblissait maintenant, ses charognards dépouilleraient sa concession avant la fin de la semaine. C'est ainsi que la glace coulant dans ses veines et le feu brûlant dans ses tripes, Parker Schnabel a fait un pari audacieux. Il s'est trompé. La boue s'accrochait à leurs bottes comme du goudron, les pierres pesaient plus lourd qu'elles ne le devraient. Quelque chose était enfoui profondément, quelque chose qui semblait déterminé à rester caché. Les autres hommes, les yeux enfoncés et fatigués, le regardaient avec un mélange de désespoir et d'incrédulité, chuchotant des malédictions du Yukon, du carburant gaspillé et de l'échec certain et inévitable. Pourtant, Parker ne broncha pas. Il leva la main, son doigt pointant résolument vers la gueule béante de la coupe creuse. « Exécutez-la !» ordonna-t-il, la voix basse mais animée d'une détermination inébranlable. « Faites confiance au sol. » Dans un rugissement de défi, les énormes moteurs se mirent en marche, leur tonnerre mécanique engloutissant les doutes des hommes, tandis que des dents d'acier déchiraient la terre résistante. Le camp tout entier retient son souffle collectif, attendant que la coupe désolée livre ses secrets. Les heures s'égrènent chaque minute, étant lourdes d'impatience. La fumée du diesel épaissit l'air vif du Yukon, et l'épuisement s'abat sur toutes les épaules fatiguées. Les machines colossales gémissent sous leur immense charge, les tapis des écluses commencent à s'encrasser de sable noir, jusqu'à ce que les pompes s'étouffent et crachent à bout de souffle. C'est alors qu'arrive l'ordre redouté, celui que personne ne veut entendre. Arrêtez. Un silence pesant s'installa rompu seulement par le sifflement triste des moteurs, en train de refroidir, et le doux claquement de la pluie contre l'acier froid. Parker s'avança ses bottes s'enfonçant dans la boue épaisse, et de ses propres mains, il commença à retirer les tapis de l'écluse. Ce qui se trouve en dessous gèle chaque souffle, chaque battement de cœur. Le dévoilement, un déluge d'or. Sur la toile de fond noire et boueuse des traînées brillantes, se détache comme un feu capturé. Il ne s'agissait pas de simples flocons ou de poussières scintillantes, mais d'épaisses et grosses pépites qui se détachaient et scintillaient au fur et à mesure que les tapis roulaient vers l'arrière. Les membres de l'équipage sont restés bouche bée, les yeux écarquillés par un mélange de choc et de crainte, jusqu'à ce qu'un homme rompant le charme tende finalement la main et soulève un morceau de la taille d'un pouce. C'était bien réel, beaucoup plus lourd que ce à quoi il s'attendait, puis un autre, et encore un autre. Le puits que des générations avaient considéré comme complètement mort saignait maintenant de l'or comme une plaie fraîche et ouverte. Au-dessus d'eux, la fureur d'un orage du Yukon se déchaînait. Les éclairs déchiraient le ciel, le tonnerre faisait vibrer le sol sous leurs bottes, comme si la terre elle-même refusait de livrer son trésor. La pluie s'est abattue sur la concession, transformant le gravier en une étendue sombre et scintillante, tandis que l'eau de l'écluse coulait d'un jaune vibrant et indéniable plein de promesses. Au milieu de ce glorieux chaos, Parker n'a pas crié. Il n'a même pas souri. Il s'est simplement penché, ramassant une poignée de pépites froides et lourdes dans sa paume. Le métal semblait étranger contre sa peau, tandis qu'il murmurait si doucement que seule la tempête déchaînée pouvait l'entendre. Ce n'est pas un hasard, c'est l'histoire qui s'éveille. La nouvelle de l'impossible découverte de Parker circule plus vite qu'aucun camion ne peut la transporter. En l'espace de quelques jours, des rumeurs sur la mort soudaine de la mine, un jeune homme trouvant de l'or là où les anciens avaient juré qu'il n'y en avait pas, se sont répandus dans tous les bars le long de la route du Klondike. Les camionneurs, les mineurs rivaux et les employés des camps, incapables de contenir un secret aussi monumental, répandent la nouvelle comme une traînée de poudre. C'était le genre de légende que le Yukon adorait, et le genre d'histoire qui attirait les hommes comme des papillons de nuit vers une flamme. Puis, comme si la tempête elle-même les avait recrachés,
Les déserteurs commencèrent à revenir. Les camions arrivèrent au camp, l'un après l'autre, leurs phares, traversant les matins brumeux, révélant les visages austères des hommes qui, quelques jours auparavant, avaient maudit le nom de Parker. Ils arrivèrent silencieusement, les yeux baissés, les bottes traînant dans la boue, un air de honte palpable s'accrochant à eux. Certains ont présenté des excuses maladroites, des mots qui s'enchevêtrent, comme si le simple fait de regretter pouvait leur permettre de revenir dans le giron de l'organisation. D'autres sont arrivés avec une attitude plus dure, provocante, affirmant qu'ils n'étaient partis que pour se calmer, insistant sur le fait qu'ils avaient été à ses côtés tout au long de l'histoire. Parker écoute attentivement, mais pendant un long moment, il ne dit rien. Son visage était un masque dur, sa mâchoire serrée contre le poids immense de tout cela. Puis, lentement, il secoue la tête. Tous ne seraient pas les bienvenus. Pas cette fois. La grève était trop importante, les enjeux trop astronomiques pour que l'on puisse simplement pardonner et oublier tous les hommes qu'il avait abandonnés dans ces heures les plus sombres. Il autorisa quelques privilégiés, dont la loyauté brillait dans la force tranquille de leurs yeux à rester. Les autres, il les a repoussés, son refus étant plus froid et plus tranchant que n'importe quelle malédiction, son silence étant un jugement brutal et définitif. Les réactions des hommes rejetés sont aussi vives et variées que le tranchant d'un pic. Quelques-uns acceptent leur sort, remontent dans leur camion et s'enfoncent dans l'obscurité, leur honte traînant derrière eux comme des gaz d'échappement. D'autres, la voix craquelée par le désespoir, suppliaient à genoux, les poings serrés dans la boue. Quelques-uns, dont l'orgueil est une blessure plus profonde et plus envenimée que n'importe quel rejet, crachent du venin dans la terre et jurent de se venger avant de s'évanouir dans les arbres environnants. Lorsque le soleil se leva sur le camp revitalisé, le monde de Parker était irrémédiablement divisé en deux à l'intérieur des murs fortifiés. Une légende était en train de se forger. À l'extérieur, un chaudron bouillonnant d'envie et de ressentiment mijotait. Une fortune inespérée, le prix de la découverte. À l'intérieur, la légende s'épanouit à chaque nettoyage. L'or révélé était l'étoffe des rêves les plus fous et les plus inavoués des mineurs. Les plateaux pliaient sous le poids des pépites si denses que deux hommes s'efforçaient de les soulever. Les boîtes à vannes elles-mêmes coulaient comme des veines scintillantes, pompant des flots de jaune plus brillants que n'importe quel clème de mémoire d'homme. Pendant des jours, Parker, toujours pragmatique, refuse de laisser l'excitation se transformer en chaos. Le travail se poursuit sans relâche, chaque passage étant une nouvelle épreuve d'endurance, chaque nettoyage, une nouvelle révélation, à couper le souffle. Finalement, ne pouvant plus se fier qu'à ses propres yeux ébahis, Parker a fait appel à des experts. Des évaluateurs ayant des décennies d'expérience se penchent sur les piles scintillantes, les pesant, les mesurant et les testant méticuleusement. Leur verdict collectif laisse le camp entier dans un silence stupéfait. La pureté est supérieure à tout ce que le Yukon a vu depuis des générations. Une sorte d'or propre et intact qui semble presque mythique. Il ne s'agissait pas simplement d'un filon s'écoulant dans le gravier, mais de quelque chose d'entièrement différent, quelque chose de scellé, de caché, et qui attendait patiemment. Parker se tenait au-dessus de la montagne de trésors en plein essor, regardant les chiffres grimper jusqu'à des dizaines de millions. L'or se déversait comme si un coffre-fort longtemps scellé s'était soudainement ouvert, comme si la terre elle-même l'avait gardé jusqu'à ce moment précis. Il aurait dû sourire, il aurait dû se réjouir. Au lieu de cela, un malaise inquiétant s'est répandu dans le camp. Ce n'est pas de l'exploitation minière, murmure un vieux routier, la voix tremblante d'un mélange de crainte et d'effroi. Il s'agit de découvrir quelque chose d'enfoui pour une raison précise. Le jackpot, dans sa glorieuse révélation, avait réveillé non seulement une immense richesse, mais aussi la plus ancienne malédiction du Yukon. Et les malédictions, comme le prouve l'histoire, ne restent jamais longtemps silencieuses. Les orages se sont à peine dissipés que la première vague d'ennui déferle.
Les rivaux qui ont senti l'odeur d'un or d'une valeur de 30 millions de dollars ont trouvé l'appel trop fort pour l'ignorer. Ils n'arrivent pas avec des pelles et des pioches, mais avec des rames de papier, des géomètres, tracent méticuleusement les frontières des avocats, brandissent des revendications complexes des camions, tournent en rond menaçants aux abords du camp. L'équipe squelettique, qui avait failli s'effondrer, se retrouvait maintenant assiéger sa coupe, n'étant plus seulement une mine, mais une forteresse dans une zone de guerre. Il n'a pas fallu longtemps pour que les ombres se glissent dans le travail lui-même. Des tuyaux laissés enrouler et tendus un soir ont été découverts ouverts au matin déversant de l'eau précieuse dans la boue. Des fûts de carburant se sont mystérieusement vidés pendant la nuit, laissant des machines colossales mortes et silencieuses à l'aube. Des pneus qui avaient résisté toute la saison se sont maintenant déchirés de manière hideuse et inexplicable, comme s'ils avaient été tailladés sous le manteau de l'obscurité. Certains évoquent un sabotage entre rivaux, d'autres plus superstitieux parlent de quelque chose de bien plus ancien, quelque chose d'enterré, avec l'or lui-même, qui n'aurait jamais dû voir la lumière du jour. Mais Parker, toujours pragmatique, ne croyait pas aux malédictions. Il croyait en des yeux humains qui observaient depuis la limite des arbres. Le bourdonnement le confirma des drones éteints suspendus dans le vaste ciel nocturne du Yukon, leurs lumières rouges clignotant comme des yeux prédateurs, marquant leur proie. Quelqu'un suivait chacun de ces mouvements, chaque nettoyage, chaque plateau débordant d'un poids impossible. Et lorsque la nouvelle s'est répandue, 30 millions de dollars d'or extraits d'une seule coupe, le Yukon lui-même a semblé se crisper le territoire tout entier, regardant l'histoire s'infléchir dans la direction de Parker. La bataille de leurs fortifications et fureur, c'est ainsi qu'il s'est fortifié. La tombée de la nuit n'est plus synonyme de repos. Des camions ont été stratégiquement garés, les phares braqués dans l'obscurité, balayant le périmètre comme des tours de guet improvisées. Les équipes se relayaient armées de lampes de poche puissantes de radio et d'un courage à toute épreuve qui les lie au commandement inébranlable de Parker. La mine est devenue un champ de bataille déguisé en mine d'or, ses murs couverts de boue étant leurs tranchées et la tempête rugissante au-dessus leur seule couverture. Le tonnerre gronde au-dessus de nos têtes, la pluie s'abat sur les côtés et plus d'une fois, la montée des eaux menace d'engloutir l'ensemble du trou creusé. C'était comme si la terre elle-même rejetait ce qu'il dégageait tremblant et se déchirant pour récupérer son secret enfoui. Pourtant, ils ont creusé, et l'or est arrivé épais, têtu sans fin. Les tapis d'épandage s'engorgent sous le poids inimaginable de l'or. Les nettoyages ont poussé les hommes jusqu'à leur point de rupture, les plateaux se pliant et se déformant dans leurs mains. Les chiffres autrefois chuchotés à voix basse sont devenus indéniables, des millions s'ajoutant chaque jour, le jackpot gonflant comme une entité vivante et respirante qui refusait de s'arrêter. Pourtant, avec chaque once, la pression devenait plus forte, plus insidieuse. Les hommes jurent avoir entendu des voix dans le vent, la nuit des avertissements graves et gutturaux, les invitant à s'arrêter, à couvrir le sol à nouveau. Quelques-uns se sont croisés avant de lancer la station de lavage. D'autres ont complètement cessé de parler, travaillant dans un silence inquiétant, les yeux fixés sur les ombres, comme s'ils écoutaient des chuchotements qui n'existaient pas. Puis vinrent les hommes que Parker avait déjà reniés, les déserteurs. Honteux par le passé, ils revinrent non pas avec humilité, mais avec du venin portant leur amertume comme une arme. Ils enteignent les bars et les restaurants de bord de route, répandant des histoires insidieuses destinées à pourrir le nom de Parker de l'intérieur. Ils le traitent d'imprudent, de maudit, l'accusent de voler des terres qui auraient dû être laissées en paix. Les habitants ont commencé à se demander si la coupe de Parker était vraiment de l'or ou une tombe, et ces murmures ont été plus profonds que n'importe quel coup de couteau dans les pneus. À l'intérieur du camp, l'équipe loyale s'est épuisée à essayer de prouver le contraire. Ils ont poussé au-delà des limites de l'épuisement, travaillant 2 fois par jour avec des mains craquelées et des visages couverts de boue, alimentés non pas par le salaire, mais par la fièvre brute et enivrante,
de faire partie d'un événement dont aucun mineur du Yukon ne serait plus jamais témoin. Parker choisit soigneusement parmi ceux qui l'implorent de revenir, n'accordant le droit de revenir qu'à quelques rares personnes. Il ne se fie qu'à son instinct, ceux qui le regardent droit dans les yeux, ceux qui ne bronchent pas, ceux qui ne montrent aucun signe de trahison derrière leur voix. Mais ceux qui étaient exclus n'ont pas voulu se laisser faire. Ils sont apparus aux portes ivres et furieux, les poings levés, leur voix enragée, résonnant dans la nuit glaciale. Des bagarres ont éclaté dans la boue, la justice yukonaise s'est battue à coups de bottes et de poings nus, avant que les phares du camp ne dispersent le chaos. Les hommes titubaient dans l'obscurité, jurant vengeance, crachant des malédictions dans la tempête. Et pendant tout ce temps, Parker est resté debout, les yeux rivés sur la fosse, qui bâillait maintenant plus profondément que jamais. Car même après que des millions eurent coulé à flot, il savait avec une certitude inébranlable que ce n'était pas fini. Le jackpot n'était pas un simple filon, ce n'était pas un coup de chance. C'était un coffre-fort, et les coffres-forts, il l'avait compris, ne livrent jamais la moitié de leur trésor. Quelque part sous la boue et la pierre, Parker était persuadé que le cœur de la mine attendait toujours plus lourd que tout ce qu'ils avaient pu extraire jusqu'à présent. Le décompte final, un héritage forgé dans l'or et le cran. Cette certitude l'a propulsé à travers les longues et sombres nuits. Les lanternes sifflent dans la vaste obscurité du Yukon, leurs flammes vacillantes projetant des ombres tremblantes sur un campement qui en a trop vu. Les membres de l'équipe se sont rassemblés en cercle serré, leurs bottes s'enfonçant dans la boue, les yeux fixés sur l'imposante montagne de plateaux noircis empilés au centre. Chaque plateau débordait d'or brut, épais, humide, accroché à l'acier, comme s'il refusait d'être mesuré. Personne ne parla tandis que Parker s'avançait, la mâchoire serrée, les mains fermes. Les balances l'attendent vieille marquée, mais toujours honnête. La première coulée fit l'effet d'un coup de tonnerre. L'or s'écoula en une vague dense et scintillante, s'entrechoquant contre le métal. L'aiguille s'est mise à osciller avant de trouver son équilibre précaire, 1 million. Le deuxième plateau suit, puis un troisième, et soudain, les chiffres bondissent trop vite pour qu'on puisse respirer 10 millions 15. Le camp tout entier retient son souffle, le cœur de chaque homme battant au rythme de la balance. La sueur dégoulinait sur les visages qui avaient regardé la boue et le gravier pendant des mois, et qui regardaient maintenant l'histoire prendre littéralement forme dans un tas de jaune de plus en plus grand. Au bout de 20 millions, des murmures ont commencé à se propager parmi les hommes comme le feu dans les broussailles sèches. « Impossible », murmure quelqu'un. Il continue de grimper, siffle un autre, l'incrédulité se dessinant sur tous les visages. Chaque plateau versé était plus lourd que le précédent, chaque bruit sourd et satisfaisant de l'or sur l'acier les poussait plus loin dans un royaume qui dépassait l'entendement. Lorsque le dernier plateau a été soulevé, porté presque avec révérence comme une couronne, l'équipage s'est penché en avant, comme s'il était attiré par une gravité invisible. L'or s'est déversé, lentement, délibérément, et la balance a gémi sous son immense poids. L'aiguille s'est stabilisée et le silence a englouti la nuit. Plus de 30 millions de dollars. Pendant un moment, personne n'a bougé, personne n'a respiré, puis le camp a éclaté. Les hommes crient, les poings frappent dans l'air, les voix se brisent sous l'effet de l'incrédulité. Certains se sont agenouillés dans la boue, riant jusqu'à ce que des larmes coulent sur leurs visages crasseux. D'autres s'agrippaient les uns aux autres, hurlant comme des loups sous le ciel indifférent du Yukon. Mais Parker restait immobile, son ombre se découpant sur la lumière de la lanterne, sa voix tranchant le bruit basse et tranchante. Il a failli nous briser avant de céder. Les mots étaient lourds, faisant taire la célébration jubilatoire, la transformant en quelque chose de brut, de plus vrai. Car tous les hommes présents savaient qu'il ne s'agissait pas d'une exagération. La coupure avait littéralement failli les détruire. À l'aube, l'histoire a déjà quitté les limites du camp et s'est répandue dans tout le Yukon. Les radios bourdonnent et les téléphones s'allument.
Parker Schnabel avait exploité le sol le plus riche depuis les légendaires ruées vers l'or d'autrefois. Les légendes dont on ne parlait autrefois que dans les salles de whisky reprenaient vie non pas dans des livres poussiéreux mais dans la boue et le métal de leur réalité. Les historiens les comparent aux grèves du Klondike qui ont permis de bâtir des empires. Les anciens secouent la tête en signe d'admiration, admettant qu'ils n'ont jamais vu de chiffres pareils de leur vie. Le Yukon, pendant un bref et fugace moment, a penché son cou puissant vers Parker. Mais les déserteurs ont aussi entendu. Les hommes qui s'étaient éloignés avec colère et fierté savaient maintenant, avec une clarté écœurante, qu'ils étaient partis quelques heures avant que la fortune ne bascule. Ils avaient abandonné leur destin au profit de l'amertume, et la douleur était insupportable. Certains ont tenté de revenir dans l'histoire en implorant le pardon, en offrant leur loyauté, mais il était trop tard. D'autres ont craché le nom de Parker avec venin le maudissant, comme si leur propre lâcheté n'était pas à blâmer. Au-delà de plus grands prédateurs commencent à s'agiter. Les gouvernements ont rédigé des lettres officielles rappelant de manière inquiétante à Parker les taxes, les permis et les obligations. Les entreprises tournaient autour comme des faucons prédateurs, calculant déjà ce qu'elles pouvaient acheter, ce qu'elles pouvaient saisir. Les offres affluent avec plus de zéros qu'il n'est possible d'en comprendre. Promesses de partenariat d'infrastructures de sécurité. Mais Parker connaissait la stricte vérité. Ce n'était plus une question d'argent. Il s'agissait de quelque chose de plus ancien, de quelque chose de gravé dans ses os, depuis le premier jour où il a posé le pied sur le sol, avec une casserole et un rêve. C'était le destin. Et le destin, il l'a compris, n'est jamais gratuit. La terre elle-même semblait se dresser contre lui, en signe de défi. Quelques jours après le versement du jackpot, de violentes tempêtes se sont abattues sur le Yukon, des vents hurlants déchirant les machines des inondations, détruisant des lignes de ravitaillement essentielles. Un bulldozer a glissé de façon précaire dans la fosse, manquant d'emporter 2 hommes avec lui. Un câble s'est rompu traversant la cour à une vitesse mortelle. Chaque accident ressemblait moins à une coïncidence qu'à la terre elle-même, qui récupérait ce qui lui avait été volé. Une fois de plus, des murmures courent dans le camp. La terre exige un paiement. Les rivaux attisent le feu, leurs voix portent dans tous les bars et sur toutes les routes secondaires. Ils disaient que Parker était maudit, que sa fortune était empoisonnée par la cupidité et la trahison. Aucun homme ne tire autant d'or sans que le sang ne s'y attache, déclare une voix sinistre. Les mots se répandent aussi vite que la légende elle-même, et bientôt le camp de Parker n'est plus seulement célèbre, il est redouté. Il se trouvait dans l'œil du cyclone, entouré d'une montagne d'or, qui brillait d'un éclat terne sous la lumière tempétueuse. Les ennemis se pressaient à l'extérieur des dangers invisibles, rongeaient à l'intérieur, et pourtant, le jackpot brillait, silencieux et lourd, comme un jugement final. Parker le fixait le visage couvert de boue, les yeux brûlants d'épuisement. Il murmura non pas à son équipage, ni à la tempête qui faisait rage, mais au poids même de l'or. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le début.